Pendant que j'étais en voyage d'affaires au Japon, mon mari m'a appelé et m'a dit « Rentre à la maison et signe les papiers du divorce. Ma maîtresse est enceinte. J'ai vendu la maison, vendu les voitures, et je vais l'épouser. » J'ai simplement répondu « D'accord. » 3 jours plus tard, je suis rentré à la maison. Au moment où je suis sorti de l'aéroport, je l'ai vu qui m'attendait. Dès qu'il m'a vu, il a foncé sur moi comme un fou et a hurlé « Mais qu'est-ce que tu as foutu ?» Un instant, je me tenais dans une chambre d'hôtel avec vue sur la baie de Tokyo, révisant mes notes de présentation pour une réunion prévue le lendemain matin. L'instant d'après, mon mari depuis 12 ans m'informait calmement qu'il avait mis une autre femme enceinte, vendu notre maison, vendu nos véhicules, et s'attendait à ce que je prenne l'avion pour signer les papiers du divorce. Le choc est une chose étrange. Il n'arrive pas toujours sous forme de larmes. Parfois, il arrive sous forme de silence. Je me souviens avoir regardé à travers la baie vitrée du sol au plafond de ma chambre d'hôtel tandis que les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau. Mon téléphone était toujours pressé contre mon oreille. « Ethan, ai-je finalement dit, de quoi parles-tu » Sa voix portait l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné. « Je parle de la réalité, Claire. » « La réalité ?» Le mot m'a tordu l'estomac. C'est fini entre nous depuis longtemps. Tu as juste refusé de le voir. J'ai fermé les yeux. 12 ans. 12 ans réduits à quelques phrases froides. Et ta maîtresse ? Ai-je demandé. Elle s'appelle Vanessa. La façon dont il a prononcé son nom m'a tout dit. Pas de culpabilité, pas de honte, seulement de la fierté. Elle est enceinte, a-t-il continué. Nous allons fonder une famille. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Mon mari savait à quel point j'avais voulu des enfants. Il connaissait chaque rendez-vous de fertilité, chaque traitement échoué. Chaque nuit où je pleurais quand un autre test revenait négatif. Pourtant, il était là, annonçant la nouvelle comme un discours de victoire. Je me suis appuyé contre le bureau. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par tu as vendu la maison ? Je veux dire que je l'ai vendue. Tu ne peux pas vendre une maison tout seul. Un petit rire lui a échappé. Apparemment, si. Puis il a commencé à énumérer des détails, l'agent immobilier, la date de clôture, les acheteurs, les arrangements de déménagement, des informations spécifiques, trop spécifiques pour être un bluff, un nœud s'est formé dans ma poitrine. Et les voitures ? Vendues. Ethan, écoute, Claire, ne rends pas les choses difficiles. Rentre juste à la maison et signe les papiers. Il y a eu une pause. Puis il a prononcé la phrase qui a finalement tout changé. Je m'assurerai que tu en tires quelque chose. Quelque chose, comme s'il discutait d'une transaction commerciale. Comme si la vie que nous avions construite ensemble pouvait être réduite à un prix de consolation. J'ai de nouveau regardé l'eau. La blessure était là. La trahison était là. Mais sous ces deux émotions, quelque chose d'autre commençait à émerger. La confusion. Parce que rien de ce qu'il disait n'avait de sens. Ni légalement, ni financièrement, ni pratiquement. Il y avait trop d'obstacles, trop de signatures, trop d'approbation, trop de protection. Sauf si Ethan croyait quelque chose qui n'était pas vrai. Ma voix est devenue très calme. D'accord. Il s'est arrêté de parler. Quoi ? J'ai dit, d'accord. Le silence à son bout du fil a duré plusieurs secondes. Je ne pense pas que c'était la réaction à laquelle il s'attendait. Pas de cri, pas de supplication, pas de menace, juste un mot. D'accord. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Bien. Puis il a raccroché. Je suis resté immobile pendant près d'1 minute. La ville en dessous continuait de bouger comme si rien ne s'était passé. Les voitures traversaient les intersections. Les enseignes au néon brillaient. Les gens marchaient sur les trottoirs. Pendant ce temps, tout mon mariage venait d'exploser. Quelques minutes plus tard, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance pour m'aider à comprendre ce qui se passait. Mon avocate, elle s'appelait Rebecca Lawson. Nous nous connaissions depuis des années. Rebecca a répondu à la 2e sonnerie. Claire, il est plus de minuit à New York. Est-ce que tout va bien ? Non. Le seul mot a suffi. En quelques secondes,
elle était complètement réveillée. Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque affirmation, chaque accusation. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant plusieurs instants. Puis elle a posé une question. As-tu autorisé l'une de ces transactions? Non. As-tu signé quoi que ce soit? Non. As-tu donné une procuration à Ethan? Non. Une autre pause. Plus longue cette fois. Finalement, elle a parlé. Alors Ethan a un très sérieux problème. Je me suis assise lentement. Que veux-tu dire? Je veux dire que, si ce que tu me dis est exact, il y a de multiples problèmes ici. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Rebecca n'était pas du genre à exagérer. Jamais. Claire, où sont les documents de la fiducie? Dans un garde-meuble et archivés numériquement. Bien. À quoi penses-tu? Elle a expiré. Je pense qu'il se peut que votre mari ne comprenne pas tout à fait à qui appartient quoi. La déclaration semblait étrange car de l'extérieur, Ethan semblait tout posséder. Tout le monde le pensait. L'entreprise, les propriétés, les véhicules de luxe, les investissements. Même beaucoup de nos amis supposaient que je profitais simplement des avantages du succès d'Ethan. Peu de gens connaissaient toute l'histoire. C'était intentionnel. Des années plus tôt, après la mort de mon père, j'ai hérité d'une fiducie importante. Rien d'extravagant au regard des standards des milliardaires, mais assez pour assurer la sécurité de plusieurs générations. Quand Ethan a lancé son entreprise, cette fiducie est devenue la fondation qui lui a permis de survivre aux années difficiles. Mon père avait cru en lui. J'avais cru en lui. Nous avons investi. Nous avons garanti des prêts. Nous avons fourni des capitaux. Sans ces ressources, l'entreprise n'aurait jamais survécu à ces 3 premières années. Mais Ethan détestait en discuter. À mesure que l'entreprise grandissait, il préférait le récit selon lequel il avait tout construit lui-même. Finalement, tout le monde l'a accepté, y compris, apparemment, Ethan. La voix de Rebecca m'a ramené à la réalité. Je veux des copies de tous les documents que nous avons. Tu penses qu'il ment? Je pense qu'il a peut-être fait quelque chose d'incroyablement imprudent. Je me suis frotté le front. Un mal de tête commençait à se former. Dehors, Tokyo scintillait sous le ciel nocturne. À l'intérieur, ma vie se désagrégeait. Quand est ton vol de retour? Je le change ce soir. Bien. Puis le ton de Rebecca s'est adouci. Claire. Oui. Je suis désolé. Ces 2 mots ont failli me briser car contrairement à Ethan, elle semblait sincère. Pour la première fois de la soirée, les larmes ont menacé de monter. Je les ai ravalées. Ça va aller. Tu n'as pas besoin d'aller bien ce soir. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté assise seule pendant près d'1 heure. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé à la version plus jeune d'Ethan. L'homme qui m'apportait du café quand je travaillais tard. L'homme qui a un jour conduit 6 heures pendant une tempête de neige parce que je lui manquais. L'homme que j'avais aimé. Quelque part en chemin, cet homme avait disparu. Et je ne l'avais pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. Vers 2 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Une notification par email est apparue. C'était de Rebecca. En pièces jointes se trouvaient plusieurs demandes de documents et d'autorisation. En bas, il y avait une brève note. Rentre saine et sauve. Nous nous occuperons du reste. J'ai fixé la phrase. Nous nous occuperons du reste. Pour la première fois depuis l'appel d'Ethan, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la stabilité. Pas de l'espoir. Pas encore, mais de la certitude. Le lendemain matin, après avoir rempli les obligations professionnelles qui m'avaient amené au Japon, j'ai réservé le premier vol pour rentrer. Alors que je faisais ma valise ce soir-là, une question revenait sans cesse dans mon esprit. Si Ethan croyait vraiment que tout lui appartenait, avait-il jamais pris la peine d'apprendre au nom de qui tout était réellement? Le vol de Tokyo à New York est assez long pour forcer une personne à s'asseoir avec des pensées inconfortables. Il n'y a nulle part où aller. Pas de distraction qui dure. Pas de réunion, pas de course, pas d'excuses. Juste des heures suspendues au-dessus de l'océan Pacifique pendant que votre esprit revisite des souvenirs auxquels vous faisiez autrefois confiance.
J'ai passé la majeure partie de ce vol à regarder par le hublot. Les nuages en dessous semblaient paisibles. Ma vie ne l'était pas. Quelques mois plus tôt, si quelqu'un m'avait demandé si mon mariage était parfait, j'aurais ri. Aucun mariage n'est parfait. Mais j'aurais dit qu'il était solide, stable, digne d'être protégé. Maintenant, je n'étais plus sûr de ce qui avait été réel. Le plus dur n'était pas l'infidélité d'Ethan. Pas encore. Le plus dur était de réaliser que l'homme que je pensais connaître n'avait peut-être jamais existé de la manière que j'imaginais. Alors que l'avion traversait la ligne de changement de date internationale, je me suis surprise à penser à notre rencontre. C'était il y a près de 15 ans. J'avais 29 ans. Ethan en avait 31. Il n'était pas riche. Il n'était pas influent. Il n'était pas le dirigeant raffiné que les gens admireraient plus tard. Il était ambitieux, déterminé, drôle et complètement fauché. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds caritative à Chicago. Je me souviens que son costume n'était pas à sa taille. Sa cravate était de travers. Sa confiance était bien plus grande que son compte en banque. Il a passé la moitié de la soirée à parler d'une plateforme logicielle qu'il voulait construire. La plupart des gens l'ignoraient. Pas moi. Il y avait quelque chose d'authentique en lui à l'époque, quelque chose d'optimiste. Après la fin de l'événement, nous sommes restés dehors à discuter pendant près d'une heure tandis que la neige tombait à travers les lampadaires. Quand il m'a finalement demandé mon numéro, je le lui ai donné. 3 ans plus tard, nous étions mariés. À l'époque, l'entreprise d'Ethan survivait à peine. Le monde des startups est plein de gens avec de grandes idées. La plupart échouent. Ethan ne faisait pas exception. Pendant 2 années consécutives, l'entreprise a perdu de l'argent. Les investisseurs se sont retirés. Les clients ont disparu. Plusieurs employés ont démissionné. Il y a eu des nuits où Ethan était assis à notre table de cuisine, la tête entre les mains, convaincu que tout était fini. C'est à ce moment-là que mon père est intervenu. Mon père avait bâti une entreprise de logistique prospère des décennies plus tôt. Il comprenait les affaires. Il comprenait aussi les gens. Après avoir examiné la proposition d'Ethan, il a accepté d'aider. Non pas parce qu'il pensait que l'entreprise était garantie de réussir, mais parce qu'il croyait qu'Ethan méritait une chance. Cette chance a tout changé. Le financement est arrivé. Les prêts ont été garantis. Les opérations se sont stabilisées. L'entreprise a survécu. Puis elle a grandi. Puis elle a explosé. En 5 ans, Ethan était interviewé par des magazines d'affaires. En 7 ans, il donnait des conférences. En 10 ans, les gens le qualifiaient d'entrepreneur autodidacte. Chaque fois que j'entendais cette phrase, je souriais poliment. Autodidacte. La vérité était plus compliquée. Mais je n'ai jamais corrigé personne. Ni mon père. Ni Ethan. Du moins, pas au début. Les premiers signes de changement étaient subtils. Le succès corrompt rarement les gens du jour au lendemain. Cela se produit progressivement. Un compliment ici, une récompense là, une couverture de magazine, une interview, une ovation debout. Puis soudain, tout le monde commence à vous dire à quel point vous êtes brillant. Après l'avoir entendu assez longtemps, certaines personnes commencent à croire qu'elles ont tout accompli seules. Ethan était l'une de ces personnes. L'humilité qui m'avait autrefois attiré a commencé à disparaître. Il est devenu impatient, dédaigneux, arrogant, surtout envers les personnes qu'il considérait comme moins réussies, y compris moi. Je me souviens d'un dîner en particulier. Un invité a demandé comment l'entreprise d'Ethan avait survécu aux premières années difficiles. Avant que je puisse répondre, Ethan a souri. Beaucoup de travail acharné. Tout le monde a ri. La conversation a continué. Mais j'ai remarqué quelque chose. Pour la première fois, il n'avait pas mentionné mon père. Pas une seule fois. Plus tard dans la nuit, j'en ai parlé. Sa réponse a été immédiate. Claire, avons-nous vraiment besoin de continuer à parler de l'argent de ta famille? Le commentaire m'a surprise. L'argent de ma famille a maintenu l'entreprise en vie. Je sais. Alors pourquoi prétendre le contraire? Sa mâchoire s'est crispée. Parce que les gens ne respectent pas l'aumône. Le mot m'a frappé plus fort qu'il ne le réalisait. L'aumône.
C'est ainsi qu'il considérait le soutien qui avait sauvé son entreprise. J'aurais dû reconnaître le signal d'alarme. Au lieu de cela, j'ai trouvé des excuses. Le mariage encourage les excuses. Vous vous dites que votre conjoint est stressé, occupé, distrait. Vous vous convainquez qu'un comportement temporaire ne représente pas un caractère permanent. Parfois, vous avez raison. Parfois, non. Au moment du décès de mon père 4 ans plus tard, la transformation d'Ethan était indéniable. Il n'était pas cruel. Pas ouvertement. Il a simplement cessé de valoriser les personnes qui l'avaient aidé à arriver là où il était, y compris moi. Les lumières de la cabine se sont tamisées alors que les passagers autour de moi dormaient. Je ne pouvais pas. Trop de souvenirs refaisaient surface, comme les conférences d'affaires qui nécessitaient soudainement des jours supplémentaires, les débits de cartes de crédit inexpliqués, les SMS tard dans la nuit, les mots de passe qui changeaient sans explication, la distance émotionnelle grandissante. Au fond de moi, je pense que je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne voulais simplement pas y faire face. Puis il y a eu Vanessa. À l'époque, je ne connaissais pas son nom, seulement son existence. Le premier indice est apparu près d'1 an plus tôt. Une note de restaurant à Miami. 2 dîners, 2 personnes, un séjour à l'hôtel qui s'est prolongé au-delà de l'événement prévu d'Ethan. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, il a balayé mes inquiétudes. Tu imagines des choses. Je voulais le croire, alors je l'ai fait pendant un certain temps. En y repensant maintenant, je réalise combien d'occasions il a eu d'arrêter, combien d'occasions il a eu de dire la vérité. Au lieu de cela, il a continué à s'enfoncer de plus en plus. La vibration de mon téléphone a interrompu mes pensées. Un email de Rebecca était arrivé. Je l'ai ouvert immédiatement. Le message était bref. Trop bref. Cela m'a inquiété. Claire, nous avons commencé à examiner les registres préliminaires. Il y a des problèmes. Appelle-moi quand tu atterris. Rebecca, des problèmes. Le mot semblait délibérément choisi, j'ai répondu immédiatement. Quel genre de problème? Sa réponse est arrivée 20 minutes plus tard. Mon estomac s'est noué en la lisant. Possible signature non autorisée. Virement douteux. Nous devons en discuter en personne. J'ai lu le message 2 fois, puis 3 fois. Signature non autorisée. Virement douteux. Ce n'étaient pas des problèmes de divorce. C'étaient des problèmes juridiques. Graves. Pour la première fois, je me suis demandé si Ethan comprenait ce qu'il avait réellement fait. Était-il devenu si convaincu de sa propre importance qu'il avait cessé de distinguer ce qui était à lui et ce qui ne l'était pas? La réponse semblait évidente. Oui. Le reste du vol s'est déroulé lentement. Au moment où nous avons atterri à New York, mes émotions avaient changé. J'étais toujours blessé, toujours en colère, toujours en deuil du mariage que je pensais avoir. Mais un autre sentiment avait émergé. La clarté. Parce que plus je rassemblais de faits, moins cette situation ressemblait à un mari quittant sa femme. Elle ressemblait de plus en plus à un homme qui croyait que les règles ne s'appliquaient plus à lui. Un homme qui avait passé des années à s'attribuer le mérite de sacrifices qu'il n'avait jamais fait. Un homme qui s'était finalement convaincu que tout ce qui l'entourait n'existait que grâce à son génie. Et les hommes comme ça font souvent des erreurs catastrophiques. Alors que les passagers se levaient et récupéraient leurs bagages, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un SMS de Rebecca. Une seule phrase, mais elle a tout changé. Nous n'avons examiné que le premier lot de documents, et Ethan pourrait être confronté à bien plus qu'un divorce. J'ai fixé l'écran. Autour de moi, les voyageurs se hâtaient vers leur correspondance, leurs retrouvailles et leurs vies ordinaires. Pendant ce temps, quelque part en Amérique, mon mari célébrait probablement son avenir. Il pensait avoir gagné. Il pensait que la maison était à lui. Les voitures étaient à lui. L'entreprise était à lui. L'argent était à lui. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que les personnes qui examinaient ces papiers ne regardaient plus un mariage. Ils regardaient une piste. Et les pistes ont une façon de mener quelque part. Au moment où j'ai atterri à New York, Ethan vivait déjà la première étape d'un cauchemar qu'il ne comprenait pas encore. Je n'apprendrai tous les détails que plus tard. Certains venaient de Rebecca. Certains venaient des archives de l'entreprise.
Certains venaient de personnes qui avaient été témoins de sa chute en direct. Lorsque ces pièces ont finalement été assemblées, le tableau était stupéfiant. Tout a commencé le lendemain matin de son appel téléphonique. Pendant qu'Ethan célébrait son nouvel avenir, Rebecca et son équipe juridique travaillaient depuis une salle de conférence à Manhattan. Ils avaient passé la majeure partie de la nuit à examiner des documents. Au lever du soleil, ils avaient identifié suffisamment de préoccupations pour agir. La première cible était la maison. Notre demeure se trouvait sur près de 3 acres à l'extérieur de Greenwich, dans le Connecticut. Ce n'était pas un manoir au sens des célébrités. C'était quelque chose de mieux. Une belle propriété remplie de souvenirs. Le genre de maison dans laquelle les gens construisent une vie. Le genre de maison où ils s'attendent à vieillir ensemble. Le genre de maison qu'Ethan avait apparemment vendue sans hésitation. À 8h30 ce matin-là, Rebecca a déposé un avis d'urgence contestant la transaction. À midi, les avocats représentant les acheteurs avaient été contactés. Le soir, des questions étaient déjà soulevées. Des questions auxquelles Ethan ne pouvait pas répondre. La deuxième cible était la vente des véhicules, le VUS de luxe, le cabriolet classique qu'Ethan aimait exhiber. La berline de direction appartenant à l'entreprise. Les 3 transactions ont soudainement attiré l'attention. Les registres de propriété ne correspondaient pas aux suppositions d'Ethan. Les exigences d'autorisation non plus. Puis les choses se sont considérablement aggravées. Parce que les avocats n'examinaient pas seulement les actifs, ils examinaient les signatures. Rebecca m'a appelé alors que j'attendais mon vol de correspondance. Claire, j'ai besoin que tu répondes honnêtement à quelque chose. D'accord. Quand as-tu signé électroniquement des documents de l'entreprise pour la dernière fois? J'ai réfléchi un instant. Il y a des mois. C'est ce que je pensais. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Que as-tu trouvé? Un bref silence. Puis, nous avons trouvé plusieurs signatures qui semblent avoir été générées en utilisant tes identifiants. J'ai eu froid. Générées? Oui. Sont-ce les miennes? Non. J'ai fermé les yeux. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu parler car je savais exactement ce qu'elle insinuait. Quelqu'un avait accédé à mes identifiants. Quelqu'un avait signé des documents en se faisant passer pour moi. Quelqu'un l'avait fait à plusieurs reprises. Et il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu faire ça. Ethan. La voix de Rebecca s'est adoucie. Claire, je sais que c'est difficile. Non. Ma voix semblait étrangement calme. Ce n'est plus difficile, car quelque chose en moi s'était enfin libéré. Le doute, le déni, l'espoir que tout cela n'était peut-être qu'un malentendu. Cet espoir était parti. L'homme que j'ai épousé aurait pu me tromper. Mais l'homme que Rebecca décrivait était allé beaucoup plus loin. Il avait franchi des lignes qui ne pouvaient pas être expliquées. Quand mon vol de correspondance a finalement décollé, j'ai passé la majeure partie du temps à regarder les résumés juridiques que Rebecca avait envoyés. Plus il creusait, plus les choses s'aggravaient. Plusieurs gros virements avaient eu lieu au cours de l'année précédente. Des fonds de l'entreprise avaient été utilisés pour des dépenses sans but commercial évident. Voyages de luxe, restaurants haut de gamme, achats de créateurs, paiement d'appartements. À première vue, les montants semblaient faibles par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais ce n'était pas le problème. Le problème était le schéma. L'argent n'était pas dépensé pour des clients. Il n'était pas dépensé pour les opérations. Il était dépensé pour Vanessa. Pendant ce temps, de retour dans le Connecticut, Ethan restait complètement ignorant de la tempête qui s'approchait de lui, du moins au début. Selon le témoignage ultérieur des dirigeants de l'entreprise, son premier indice est venu le mardi matin. Il est arrivé au siège vers 7h30. Le bâtiment occupait 3 étages d'une tour de bureau moderne en verre. Ethan adorait ce bureau. Adorait traverser le hall. Adorait voir les employés le saluer. Adorait se sentir important. Ce matin-là, il s'est approché du portique de sécurité et a scanné son badge. Rien ne s'est passé. Il a réessayé. Toujours rien. Confus, il a froncé les sourcils et a regardé la réceptionniste. Il doit y avoir une erreur. La réceptionniste avait l'air mal à l'aise. Un superviseur de la sécurité est apparu quelques instants plus tard. Ethan,
pouvons-nous parler une minute? Les gens ont remarqué. Les employés ont cessé de travailler. Les conversations se sont tues. En 15 minutes, Ethan a appris quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Le conseil d'administration avait suspendu ses pouvoirs de direction dans l'attente d'un examen. Son email d'entreprise était désactivé. Son accès au système était révoqué. Ses privilèges d'approbation financière étaient gelés. Il n'était plus autorisé à prendre des décisions au nom de l'entreprise. Les rapports décrivent sa réaction comme de l'incrédulité, pas de la colère. Pas immédiatement. De l'incrédulité. Parce qu'Ethan pensait sincèrement qu'il possédait l'entreprise. Il avait passé tant d'années à se comporter comme le roi qu'il avait oublié qu'il y avait une structure de propriété réelle. Une structure établie bien avant que l'entreprise ne devienne rentable. Une structure directement liée à la fiducie de ma famille. Le conseil d'administration ne renvoyait pas le propriétaire. Il renvoyait un employé. Un employé très bien payé, un employé puissant, mais quand même un employé. Le mardi après-midi, la panique avait commencé à remplacer la confiance. Ethan a commencé à passer des appels. Beaucoup d'appels. Avocats, membres du conseil d'administration, représentants de la banque, amis, quiconque pourrait expliquer ce qui se passait. Les réponses n'ont fait qu'empirer les choses. Puis est venu mercredi, le jour où tout s'est effondré. L'équipe d'audit jury comptable a commencé son examen. Maintenant, pour les personnes peu familières avec les enquêtes d'entreprise, un audit jury comptable n'est pas un événement télévisé dramatique. Personne n'enfonce de porte. Personne ne court dans les couloirs en transportant des boîtes de preuves. Au lieu de cela, des experts examinent tranquillement les registres. Et les registres ne mentent pas. Relevés de cartes de crédit, journaux de virement, notes de frais, signatures numériques, pistes de mai. Au fil du temps, des schémas émergent. Les schémas entourant Ethan étaient troublants. Très troublants. Le mercredi après-midi, un autre problème inattendu est apparu. Vanessa, apparemment, la réalité l'a rattrapée aussi. Une des anciennes assistantes d'Ethan m'a raconté plus tard une conversation qu'elle avait surprise. Vanessa avait appelé à plusieurs reprises tout au long de la journée. Au début, elle semblait inquiète, puis frustrée, puis furieuse parce que l'avenir luxueux promis par Ethan commençait à disparaître. Le bail de l'appartement était en cours de révision. Certains comptes étaient gelés. Des avocats contactaient tout le monde. Rien dans la situation ne semblait plus stable. Les gens révèlent leur vrai caractère dans les moments difficiles. Vanessa ne faisait pas exception. La femme qui acceptait avec empressement les cadeaux d'Ethan semblait beaucoup moins enthousiaste lorsque les cadeaux devenaient incertains. Le mercredi soir, ils se disputaient constamment. Le jeudi matin, elle ne répondait plus à certains de ses appels. Pendant ce temps, je me préparais enfin à rentrer chez moi. La dernière étape de mon voyage semblait surréaliste. Quelque part sous les nuages, mon mariage se terminait. Mon mari s'effondrait. Des enquêteurs examinaient des années de registres. Et je n'avais toujours pas parlé à Ethan depuis ce premier appel téléphonique. Une partie de moi se demandait si je devais le faire. Une autre partie savait qu'il n'y avait plus rien à discuter. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Alors que l'avion descendait, mon téléphone s'est connecté au réseau. Plusieurs nouveaux messages sont arrivés immédiatement. La plupart provenaient de Rebecca. Un message contenait un résumé. Je l'ai lu lentement. L'examen du conseil d'administration s'était étendu. L'audit se poursuivait. De multiples transactions étaient sous enquête. Un conseiller juridique externe avait été engagé. La phrase qui a le plus attiré mon attention se trouvait vers le bas. La responsabilité personnelle potentielle reste en cours d'évaluation. Responsabilité personnelle. En d'autres termes, des conséquences. De vraies conséquences. Celles qui ne disparaissent pas avec des excuses. Celles qui suivent les gens. Celles qu'Ethan n'avait jamais imaginé s'appliqueraient à lui. Quand l'avion a atterri, j'ai pris une profonde inspiration. Je pensais rentrer chez moi pour gérer un divorce. Au lieu de cela, je revenais à quelque chose de beaucoup plus grand. Parce qu'au cours des 72 heures précédentes, le monde soigneusement construit d'Ethan avait commencé à s'effondrer autour de lui. Et le pire pour lui n'était pas de perdre de l'argent. Ce n'était pas de perdre le pouvoir.
Ce n'était même pas de perdre l'entreprise. Le pire était de découvrir enfin que les actions ont des conséquences, même pour les personnes qui passent des années à croire qu'elles sont intouchables. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'Ethan avait déjà atteint son point de rupture. Et il m'attendait à l'aéroport. Au moment où mon avion a atteint la porte d'embarquement, j'étais éveillé depuis près de 20 heures. Mon corps était lourd. Mon esprit était engourdi. Pourtant, au moment où je suis entré dans le terminal, toute trace d'épuisement a disparu car j'ai vu Ethan immédiatement. Il se tenait près des portes de sortie. Au début, je l'ai à peine reconnu. 3 jours plus tôt, il avait semblé confiant, arrogant, victorieux. Maintenant, il ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Son costume coûteux était froissé. Son visage était pâle. Des cernes sombres pendaient sous ses yeux. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait passé ses mains dedans pendant des heures. Le plus choquant de tout était l'expression sur son visage. La peur. La peur pure. Celle que les gens portent quand le sol sous leurs pieds disparaît soudainement. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Les passagers affluaient autour de nous. Des familles se retrouvaient. Des voyageurs d'affaires se précipitaient vers la récupération des bagages. La vie continuait normalement. Mais dans notre petit coin de l'aéroport, tout semblait suspendu. Puis Ethan m'a vu et a craqué. Il a commencé à bouger avant que je puisse réagir. Vite. Trop vite. Son bagage à main a glissé de sa main et s'est écrasé sur le sol. Les gens se sont retournés. Plusieurs voyageurs se sont écartés. Ethan. Il m'a rejoint en quelques secondes. Mais qu'est-ce que tu as foutu? Les mots ont explosé de sa bouche. Les têtes se sont tournées instantanément. Un agent de sécurité à proximité a jeté un coup d'œil dans notre direction. Je l'ai regardé calmement. Non pas que je me sentais calme. Parce que j'avais déjà passé 3 jours à me préparer à ce moment. Je n'ai rien fait. Ses yeux se sont écarquillés. Ne fais pas ça. Faire quoi? Ne fais pas semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Plusieurs personnes ont ralenti en passant. Je détestais les scènes publiques. Toujours. Ethan le savait. Pourtant, il était là, hurlant au milieu d'un terminal d'aéroport. Sa voix s'est brisée. Mes comptes sont gelés. Je n'ai rien dit. Le conseil d'administration m'a suspendu. Toujours rien. Ils ont des avocats partout. Sa respiration est devenue irrégulière. Ils m'ont bloqué l'accès à ma propre entreprise. Ma propre entreprise. La phrase m'a presque fait rire. Pas parce que c'était drôle. Parce qu'elle capturait parfaitement le problème. Ethan ne comprenait toujours pas. Même maintenant, même après tout, il croyait toujours que l'entreprise lui appartenait. J'ai ajusté la sangle de mon sac. Ethan, baisse la voix. Non. Son visage s'est tordu de frustration. Non, tu ne vas plus me dire ce que je dois faire. L'ironie était stupéfiante. Pendant des années, j'avais soutenu discrètement ses décisions. Pendant des années, j'avais toléré son arrogance croissante. Pendant des années, je lui avais permis de croire qu'il contrôlait tout. Maintenant, il découvrait le contraire, et il détestait ça. Qu'est-ce que tu leur as dit, a-t-il exigé. La vérité. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée, puis s'est rouverte. La vérité? Oui. Quelle vérité? Je l'ai regardé droit dans les yeux. La vérité que je n'ai pas autorisé ces transactions. Silence. Pas un silence complet. Les aéroports ne sont jamais silencieux. Mais pendant un moment, Ethan a semblé comme si tous les sons autour de lui avaient disparu. Puis il a ri. Un rire sec et désespéré. C'est tout? Que veux-tu dire? C'est tout ce que tu leur as dit? Y a-t-il autre chose? La couleur a quitté son visage. Une petite réaction. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Pas moi, car les coupables se révèlent souvent dans les petits moments, les petites pauses, les petites expressions, les petites erreurs. Ethan. Sa mâchoire s'est crispée. Quoi? Combien de documents as-tu signés en utilisant mes identifiants?
Pour la première fois depuis son arrivée, il a détourné le regard. C'était là. La confirmation. Pas une confirmation légale. Pas une confirmation de tribunal, mais une confirmation émotionnelle. La vérité. L'homme ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Je m'occupais des affaires. Non. Ma voix est restée stable. Tu te faisais passer pour moi. Ses narines se sont dilatées. Tu ne t'es jamais soucié de la paperasse. Ça ne veut pas dire que c'est à toi. Les gens à proximité regardaient ouvertement maintenant. Un agent de sécurité s'était rapproché, sans intervenir. Juste en observant. Ethan l'a remarqué. Sa voix a baissé légèrement, mais seulement légèrement. Tu ne comprends pas. Alors explique. J'ai bâti cette entreprise. La déclaration est restée suspendue entre nous. Pendant des années, entendre ces mots m'aurait mis en colère. Maintenant, il me rendait simplement triste, car Ethan y croyait sincèrement. Il avait répété l'histoire si souvent qu'il ne se souvenait plus de la réalité. Tu l'as bâti? Oui. J'ai hoché la tête lentement. Avec l'argent de qui? Son visage s'est durci. Ça y est, on y est. La conversation qu'il avait passé des années à éviter. L'entreprise a réussi grâce à moi. Ce n'était pas ma question. Claire, avec l'argent de qui? La réponse n'est jamais venue, car nous la connaissions tous les deux. Celui de mon père, le mien, la fiducie, les prêts, les garanties, le filet de sécurité. Sans ces choses, l'entreprise serait morte bien avant que le succès n'arrive. Pourtant, Ethan avait passé des années à faire comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Des années à réécrire l'histoire, des années à s'en attribuer le mérite. Maintenant, l'histoire se corrigeait d'elle-même. J'ai fait un pas de plus, pas agressivement, doucement. Tu sais quelle est la partie la plus drôle? Ses yeux se sont plissés. Quoi? Je n'ai jamais voulu le mérite. Il avait l'air confus. Je ne me suis jamais soucié de savoir qui recevait les applaudissements. Ma voix s'est adoucie. J'étais fier de toi. Pendant un moment, quelque chose a vacillé sur son visage. La culpabilité. Le regret? Peut-être les deux. Puis cela a disparu, remplacé par la panique. Tu dois arrêter ça. J'ai failli sourire. L'homme qui exigeait un divorce 3 jours plus tôt était maintenant en train de supplier. Pas directement. Pas encore. Mais le changement avait commencé. Je ne peux rien arrêter. Bien sûr que si. Non. J'ai secoué la tête. Ça ne marche pas comme ça. Sa respiration s'est de nouveau accélérée. L'avocat a dit qu'il pourrait y avoir des enquêtes. Je suis restée silencieuse. Ils ont dit qu'il pourrait y avoir une responsabilité. Toujours silencieuse, sa voix s'est brisée. Ils ont dit que je pourrais être personnellement responsable. C'était là. La vraie peur, pas le mariage, pas moi. Les conséquences. Les conséquences réelles. Pendant des années, Ethan a cru que les conséquences étaient des choses qui arrivaient aux autres. Aux gens moins puissants, moins importants. Maintenant, elles se tenaient juste devant lui, et il n'avait aucune idée de quoi faire. Une notification a retenti sur son téléphone. Puis une autre, puis une autre. Son visage s'est crispé. Il les a ignorés. Le téléphone a sonné. Il l'a ignoré aussi. Puis il a sonné encore et encore. Finalement, il a baissé les yeux. J'ai vu la couleur disparaître complètement de son visage. Il a répondu immédiatement. Quoi? Silence. Son expression a changé. Confusion. Choc. Puis horreur. Non. Une autre pause. Non, c'est impossible. Les gens autour de nous se sont estompés en arrière-plan. Même moi, je me suis surprise à regarder, car ce qu'il entendait était clairement pire que tout ce qui avait précédé. Ses mains se sont mises à trembler. Non, ne fais rien avant que j'arrive. Pause puis. Non, Vanessa. Écoute. Vanessa. Bien sûr. L'appel s'est terminé brusquement.
Il a fixé l'écran, puis m'a regardé. Pour la première fois depuis mon arrivée, la colère avait disparu. Seule la peur restait. La peur brute. Celle qu'aucune somme d'argent ne peut réparer. Elle s'en va. J'ai cligné des yeux. Quoi, Vanessa? Sa voix semblait creuse. Elle s'en va. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Peut-être qu'une partie de moi en ressentait, une très petite partie, mais surtout, je me sentais épuisé, car il ne s'agissait pas de Vanessa. Il ne s'agissait pas d'une autre femme. Il ne s'agissait même pas d'argent. Il s'agissait de caractère, et le caractère se révèle toujours à la fin. J'ai pris ma valise. Ethan. Il m'a regardé, impuissant. Le PDG puissant avait disparu. Le mari confiant avait disparu. L'homme qui m'avait appelé en position de force 3 jours plus tôt avait disparu. Tout ce qui restait était quelqu'un confronté aux conséquences de ses propres choix. Ce n'est pas moi qui t'ai fait ça. Ses yeux se sont remplis d'incrédulité. Alors qui? J'ai soutenu son regard. Toi. Puis je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu mon nom 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je ne me suis pas arrêté, car pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus rien à expliquer. La vérité était enfin arrivée, et elle était arrivée avec une facture. Ce qui est étrange avec les conséquences, c'est qu'elles arrivent rarement toutes en même temps. Les gens imaginent des moments dramatiques, un seul appel téléphonique, un verdict de tribunal, un effondrement public. La vraie vie est généralement plus lente que ça, plus méthodique, plus implacable. Les conséquences arrivent par morceaux, et chaque morceau force une personne à affronter une réalité qu'elle a passé des années à éviter. Pour Ethan, ce processus a duré des mois. Pour moi, ces mêmes mois sont devenus une période de guérison que je n'avais jamais attendue. Le lendemain matin de la confrontation à l'aéroport, je me suis réveillé dans la chambre d'amis de la maison de ma sœur dans le comté de Westchester. La chambre était calme. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Pendant plusieurs secondes, j'ai tout oublié. Puis la réalité est revenue. L'infidélité, le divorce, l'entreprise, les enquêtes, l'aéroport. J'ai regardé le plafond et j'ai attendu la vague familière de chagrin. Elle est venue. Mais quelque chose d'autre est venu avec elle. Le soulagement. Une petite quantité. À peine perceptible, mais indéniablement présent. Pour la première fois depuis des années, je ne me demandais pas où était Ethan. Je ne remettais pas en question ses excuses. Je n'essayais pas de maintenir un mariage que seule une personne semblait vouloir sauver. La vérité faisait mal, mais l'incertitude avait fait plus mal. Une semaine plus tard, j'ai officiellement emménagé dans un appartement temporaire à Manhattan. Rien de luxueux, rien de dramatique, juste un endroit confortable près du bureau de Rebecca pendant que nous nous occupions des affaires juridiques. Les amis posaient toujours la même question. Est-ce que ça va? Je n'ai jamais su quoi répondre. Que signifie même, ça va, après l'effondrement de 12 ans de mariage? Certains jours, je me sentais forte. Certains jours, je pleurais en faisant mes courses. Certains jours, je ne pouvais pas passer devant un restaurant sans me souvenir d'un rendez-vous qu'Ethan et moi avions partagé. La guérison n'était pas linéaire. Elle ne l'est jamais. Pendant ce temps, la situation d'Ethan continuait de se détériorer. Les auditeurs jury-comptables continuaient de creuser. Le conseil d'administration continuait d'examiner les dossiers. Les avocats continuaient de recueillir des preuves. Et chaque semaine semblait découvrir quelque chose de nouveau. Un après-midi, Rebecca m'a tendu un épais dossier. Nous étions assises dans une salle de conférence surplombant Midtown Manhattan. Le dossier contenait des résumés des enquêteurs. J'ai jeté un coup d'œil à la première page, puis à la deuxième, puis à la troisième. À la 4e page, je l'ai refermé. Je ne veux plus en lire. Rebecca a hoché la tête. Tu n'es pas obligé. Qu'est-ce qui est important? Elle a croisé les mains. Le schéma. Quel schéma? Le fait que rien de tout cela ne semble accidentel. C'était ça le problème. Une dépense douteuse pouvait être une erreur. 2 pouvait être de la négligence. Des dizaines, étalées sur des années, racontaient une autre histoire.
Les enquêteurs ne découvraient pas des incidents isolés. Ils découvraient des habitudes. Des habitudes construites sur le sentiment de tout mériter. Des habitudes construites sur l'hypothèse que personne ne regarderait jamais de près. Pendant des années, personne ne l'avait fait, jusqu'à maintenant. Quelques semaines plus tard, le premier grand procès est arrivé. Pas de moi, pas de l'entreprise, des acheteurs de la maison. Ils réclamaient des dommages et intérêts importants résultant de la transaction ratée. Leurs avocats soutenaient qu'ils s'étaient fiés à des déclarations qui se sont avérées inexactes. L'affaire est rapidement devenue compliquée et coûteuse. Très coûteuse. Quand Rebecca m'en a informé, elle semblait presque compatissante. Il fait face à des problèmes de toutes parts maintenant. J'ai regardé par la fenêtre. La ville en bas bourdonnait de vie. Des gens se précipitant à des réunions. Des touristes prenant des photos. Des vendeurs de rue vendant du café. Chacun portant des luttes privées que personne d'autre ne pouvait voir. « As-tu pitié de lui ?» a demandé Rebecca. La question m'a surprise. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Un peu. Elle a hoché la tête lentement. C'est probablement sain. Peut-être, peut-être pas. La vérité était compliquée. L'homme qu'Ethan était devenu ne me manquait pas, mais l'homme qu'il était autrefois me manquait. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Et comprendre cette distinction a pris du temps. Plusieurs mois après l'incident de l'aéroport, j'ai rencontré quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir, Vanessa. La rencontre s'est produite complètement par accident. Je quittais un restaurant près de Bryant Park quand je l'ai reconnue assise seule à une table en terrasse. Elle avait l'air différente de ce que j'imaginais, plus jeune, nerveuse, ordinaire, pas la méchante glamour que j'avais créée dans mon esprit. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. La reconnaissance est apparue instantanément, puis la gêne, puis le malaise. J'ai envisagé de partir. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête poliment. Rien de plus. Pas de confrontation, pas d'insulte, pas de discours dramatique, juste un signe de tête. Elle a semblé stupéfaite. Peut-être s'attendait-elle à de la haine. Peut-être en méritait-elle. Je ne sais pas. Mais porter de la haine demande de l'énergie. Et j'étais fatigué de donner de l'énergie à des gens qui ne l'appréciaient pas. En continuant à marcher, j'ai réalisé quelque chose d'important. Vanessa n'était pas la raison de l'échec de mon mariage. Elle en était un symptôme. Le vrai problème avait été les choix d'Ethan, sa malhonnêteté, son arrogance, sa volonté de trahir les gens qui lui faisaient confiance. Une autre femme s'était simplement trouvée impliquée. Cette prise de conscience m'a aidé à lâcher plus de colère que je ne l'aurais cru. Ethan, cependant, ne lâchait rien. Au cours des mois suivants, il m'a contacté à plusieurs reprises. D'abord par l'intermédiaire d'avocats, puis par email, puis par des connaissances communes. La plupart des messages suivaient le même schéma. Demande, appel, explication, excuse. Finalement, un message s'est démarqué. Il est arrivé tard un mardi soir. L'objet était simplement « S'il te plaît ». Contre toute attente, je l'ai ouvert. L'email était étonnamment court. Claire, je sais que je ne mérite rien de ta part, mais je te demande une seule rencontre. Pas pour parler du mariage, pas pour nous remettre ensemble. J'ai juste besoin de parler, Ethan. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs minutes. Puis je l'ai fermé sans répondre, car certaines conversations arrivent trop tard. Des mois plus tôt, j'aurais tout fait pour sauver notre mariage. Des mois plus tôt, j'aurais écouté. Des mois plus tôt, je me serais battu pour nous. Mais ces occasions étaient passées. Non pas parce que je les avais détruites, mais parce qu'ils l'avaient fait. La procédure de divorce s'est poursuivie. Les discussions de règlement ont avancé. Les examens financiers se sont étendus. Le processus était épuisant. Pourtant, à chaque semaine qui passait, je me sentais plus forte. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais cessé de mesurer ma valeur à travers l'approbation de quelqu'un d'autre. Un soir, en visite chez ma mère, je me suis retrouvé assise sur le porche arrière à regarder le coucher du soleil. Le même porche où j'avais l'habitude de m'asseoir avec mon père. La même vue, les mêmes arbres, la même paix tranquille. Ma mère m'a rejointe avec 2 tasses de café. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous n'a parlé.
Puis elle a posé une question simple. Sais-tu ce qui t'a sauvé? J'ai souri faiblement. Rebecca. Elle a ri. En dehors de Rebecca. J'ai réfléchi un instant. Non. Tu n'es jamais devenu comme lui. La réponse m'a prise au dépourvu. Ma mère a regardé vers l'horizon. L'amertume change les gens. J'ai écouté. Elle change la personne qui a causé la douleur. Puis elle m'a regardé. Mais elle change aussi la personne qui la porte. J'ai compris immédiatement, car la vengeance n'avait jamais vraiment été le but. C'était la justice. Il y a une différence. La justice crée la responsabilité. L'amertume crée la destruction. La distinction était importante. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout, j'avais réussi à m'y accrocher. Pas parfaitement, pas avec grâce, mais suffisamment. Assez pour continuer à avancer. Assez pour reconstruire. Assez pour devenir quelqu'un de plus fort que la femme qui avait répondu à un appel téléphonique à Tokyo des mois plus tôt. Ce que je ne savais pas alors, c'est qu'il restait un dernier chapitre. Une dernière conversation. Et une dernière leçon qu'Ethan apprendrait trop tard. Près d'un an après qu'Ethan m'a appelé à Tokyo pour annoncer la fin de notre mariage, le divorce approchait enfin de sa conclusion. À ce moment-là, ma vie était très différente. Pas parfaite, pas réparée comme par magie, mais stable, paisible, honnête. L'appartement à Manhattan était devenu un vrai foyer. J'avais repris mon travail de consultante à plein temps, développé plusieurs projets caritatifs que mon père soutenait autrefois, et lentement reconstruit des amitiés qui avaient été négligées pendant les dernières années de mon mariage. Le plus étrange était de réaliser combien d'énergie émotionnelle j'avais dépensé à gérer Ethan, pas à le soutenir, mais à le gérer, ses humeurs, son ego, son besoin constant de validation. Une fois cette responsabilité disparue, j'ai découvert à quel point il y avait de la place dans ma vie pour tout le reste. Un jeudi après-midi pluvieux, Rebecca a appelé. Le règlement est finalisé. Je suis restée assise tranquillement un moment. Après tout ce qui s'était passé, je m'attendais à me sentir triomphante. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus simple. Le soulagement. C'est tout, ai-je demandé. C'est tout? J'ai ri doucement. 12 ans réduits à de la paperasse. Rebecca a gloussé. La plupart des mariages se terminent ainsi. Comment Ethan l'a-t-il pris? La ligne est devenue silencieuse. Pas bien. Cela ne m'a pas surprise. L'année précédente l'avait transformé. Les procès s'étaient poursuivis. Plusieurs litiges financiers avaient été résolus. Des conséquences professionnelles avaient suivi. Le conseil d'administration l'avait définitivement démis de ses fonctions de direction. Les relations professionnelles avaient disparu. Les opportunités s'étaient évanouies. Il n'y a pas eu de peine de prison spectaculaire. Pas de fin digne d'un film. La vraie vie est rarement aussi théâtrale. Au lieu de cela, Ethan a fait face à quelque chose de beaucoup plus courant. La responsabilité. Celle qui arrive une décision à la fois, une conséquence à la fois, une opportunité perdue à la fois. Sa réputation en a souffert. Ses finances en ont souffert. Sa crédibilité en a souffert. Plus important encore, l'image qu'il avait passé des années à construire s'est finalement effondrée. Les gens ont appris la vérité. Non pas parce que j'ai lancé une campagne publique, non pas parce que j'ai cherché à me venger par l'humiliation, mais parce que les faits finissent toujours par faire surface. Les faits ont une façon de faire ça. Une semaine après la finalisation du règlement, j'ai reçu un autre email. Cette fois, je l'ai ouvert immédiatement. Claire, je sais que tu as ignoré mon dernier message. Je comprends pourquoi. C'est la dernière fois que je te le demanderai. Une seule conversation. Ensuite, je te laisserai tranquille pour toujours. Ethan. J'ai fixé l'écran. Pour des raisons que je ne comprends toujours pas entièrement, j'ai accepté. Peut-être avais-je besoin de tourner la page. Peut-être que la curiosité l'a emporté. Ou peut-être que suffisamment de temps s'était écoulé pour que la colère lâche son emprise. Quelle que soit la raison, nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café du Connecticut. Terrain neutre, public, simple. Le jour est arrivé, froid et gris.
L'hiver commençait à s'installer sur la Nouvelle-Angleterre. Quand je suis entré dans le café, Ethan était déjà là. Pendant un instant, je ne l'ai pas reconnu. Non pas parce qu'il avait l'air plus vieux, bien que ce fût le cas. Non pas parce qu'il avait l'air fatigué, bien qu'il le fût certainement. C'était quelque chose de plus profond. La confiance avait disparu. La certitude avait disparu. L'arrogance qui remplissait autrefois chaque pièce avait disparu. Il ressemblait à un homme qui avait enfin cessé de se fuir lui-même. Quand il m'a vu, il s'est levé maladroitement, presque nerveusement. Je me suis assise en face de lui. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a rompu le silence. « Tu as l'air bien. » J'ai souri poliment. « Merci. Tu sembles heureuse. » « Je le suis. » La réponse a semblé l'affecter plus que je ne l'avais prévu. Non pas parce qu'il me voulait malheureuse, mais parce qu'il réalisait enfin que j'avais survécu. Les personnes qui ont soif de contrôle ont souvent du mal à découvrir que les autres peuvent avancer sans elles. La serveuse est arrivée. Nous avons commandé du café. Puis le silence est revenu. Finalement, Ethan a soupiré. J'ai passé des mois à essayer de comprendre ce qui s'était passé. J'ai attendu. Je n'arrêtais pas de me dire que quelqu'un m'avait piégé. Son rire était amer. Puis j'ai blâmé les avocats. Une autre pause. Puis je t'ai blâmé. Dehors, des flocons de neige dérivaient devant les fenêtres. À l'intérieur du café, il faisait chaud et calme. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé. Il a regardé son café. Mon thérapeute. Cela m'a surprise. Il l'a remarqué. Je sais. Un léger sourire a traversé son visage. Tu n'as probablement jamais pensé que je verrais un thérapeute. Non, moi non plus. Pour la première fois cet après-midi, un humour authentique est apparu entre nous. Petit, bref, humain. Puis il s'est estompé. Je n'arrêtais pas de lui dire que j'étais la victime. Je suis restée silencieuse. Et un jour, il m'a posé une question. Ethan a levé les yeux. Il m'a demandé pourquoi chaque désastre dans ma vie semblait lié à une décision que j'avais personnellement prise. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un petit rire m'a échappé. Il a ri aussi. Pas sur la défensive, honnêtement. Ouais. Il a secoué la tête. C'était à peu près ma réaction. La conversation s'est poursuivie pendant près d'une heure. Pour la première fois depuis des années, Ethan ne cherchait pas d'excuses. Il ne blâmait pas Vanessa. Il ne blâmait pas les avocats. Il ne me blâmait pas. Il disait simplement la vérité. Et la vérité sonnait remarquablement différemment des histoires qu'il avait l'habitude de raconter. Je me suis convaincu que je méritais tout. Il a fixé la table, l'entreprise, l'attention, l'argent. Sa voix a baissé, même l'infidélité. J'ai ressenti de la tristesse. Non pas parce que je le voulais de retour. Ce chapitre était terminé. Parce que le potentiel gâché est toujours triste. Le jeune Ethan que j'avais autrefois aimé possédait un vrai talent, une vraie gentillesse, une vraie ambition. À un moment donné, le succès l'a convaincu que ses qualités étaient facultatives. C'était sa tragédie. Pas le divorce, pas les procès, pas le poste perdu, la perte de lui-même. Finalement, il m'a regardé. Je suis désolé. Les mots sont restés suspendus entre nous. Simple, brut, tardif. Très tardif, mais sincère. Et la sincérité compte, même quand elle arrive des années en retard. J'ai hoché la tête. Je sais. Ses yeux ont brillé. Vraiment? Oui. Car étonnamment, c'était le cas. Toutes les personnes qui s'excusent ne méritent pas le pardon. Mais certaines si. Non pas parce que leurs actions étaient acceptables. Mais parce qu'elles les comprennent enfin. Il y a une différence. Après quelques minutes de plus, Ethan a posé la question qui, je le soupçonnais, l'avait amené ici. Peux-tu un jour me pardonner? J'ai examiné la question attentivement. La réponse comptait. Oui. Ses yeux se sont écarquillés. Puis j'ai continué. Mais le pardon n'est pas la confiance.
L'espoir sur son visage s'est adouci. Et le pardon n'est pas la réconciliation. Il a hoché la tête lentement. Je pense qu'il le savait déjà. Je t'ai pardonné il y a un moment. Pourquoi? La réponse est venue facilement. Parce que porter de la colère me faisait plus de mal qu'à toi. Il a détourné le regard. Une larme a coulé sur sa joue. Aucun de nous ne l'a mentionné. Certaines choses méritent l'intimité. Finalement, nous nous sommes levés. La conversation avait atteint sa fin naturelle. Dehors, la neige continuait de tomber. Le monde semblait silencieux. Paisible. Final. Ethan a tendu la main. Pendant une seconde, je l'ai regardé. Puis je l'ai serré dans mes bras. Non pas parce que nous nous remettions ensemble. Non pas parce que le passé avait disparu, mais parce que malgré tout, la compassion reste précieuse. Même lorsque les limites restent fermes. Quand nous nous sommes séparés, il a souri tristement. Au revoir, Claire. Au revoir, Ethan. Puis nous avons marché dans des directions opposées, et c'est la dernière fois que je l'ai vu. En rentrant chez moi à travers la neige qui tombait, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. L'appel téléphonique, la trahison, les mensonges, les enquêtes, l'aéroport, les conséquences, la guérison. Les gens pensent souvent que la vengeance consiste à détruire quelqu'un. J'ai appris quelque chose de différent. La forme de vengeance la plus satisfaisante est de refuser de laisser la trahison de quelqu'un d'autre vous détruire. La justice compte. La responsabilité compte. La vérité compte. Mais finalement, la vie devient moins ce qui est arrivé à la personne qui vous a blessé et plus ce qui se passe ensuite pour vous. Ethan a perdu beaucoup de choses, certaines méritées, certaines douloureusement, mais il les a perdues à cause de choix qu'il a faits. Je n'ai pas créé ces conséquences. J'ai simplement refusé de le protéger d'elles. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Quand les gens construisent leur vie sur la tromperie, la vérité finit par envoyer la facture, peu importe le temps que cela prend. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais connaître vos pensées. Avez-vous déjà vu quelqu'un faire face aux conséquences de ses propres choix ou appris une leçon difficile sur la confiance, le pardon ou la responsabilité? Partagez votre perspective dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires significatives sur la résilience, la justice et la croissance personnelle, envisagez de vous abonner et de nous rejoindre pour le prochain voyage.